Jadis, je me suis vivement intéressé à la prose de Stendhal, à sa pensée, à ses phrases caracolantes. Ce furent des écrivains comme Balzac, Paul Morand, Suarez, bien sûr, qui, qui ont contribué à forger mon intérêt envers, envers cet être tout à fait étonnant, bien qu'il fût d'origine grenobloise, hein, l'une des cités les plus méprisables de notre pays. C'est ainsi que, il y a bien un quart de siècle, hein, en y réfléchissant, je me suis rendu à Rome avec mon épouse d'alors, avec en poche, non pas le guide du routard, mais euh, voilà, les promenades dans Rome, qui est un ouvrage vraiment passionnant et qui sert de guide effectif à la visite de la ville éternelle. D'ailleurs, André Suarez, dans son voyage du comte d'Autière, en fait l'apologie. Hein. Il nous dit que mieux que personne, Stendhal admire dans l'Église de Rome un empire, une politique et une suite incomparables. Les papes, pour lui, sont des princes pleins de force et de talent. Il est donc romain au sens le plus catholique. Bon, bien sûr, c'est un peu contestable. Il va de soi que Stendhal, comme le disent certains, est plutôt un athée catholique. Alors pour ma part, je préférerais toujours les athées catholiques, comme Stendhal ou Michel Marmin, aux catholiques athées comme Barès, par exemple. C'est un truisme que d'affirmer que Stendhal est un très fin psychologue. C'est un portraitiste de la psychologie des peuples. Voilà ce qu'on peut trouver. Hein. Donc bien sûr, c'est un ouvrage sous forme de journal, comme on le sait. 11 octobre 1828. Les pauvres jeunes Français riches, qui sont ici fort bien élevés, fort doux, fort aimables, etc., mais trop mystiques ou trop sauvages pour se mêler à la société romaine, se réunissent entre eux le soir dans une grande chambre d'auberge pour jouer à l'écarté et maudire l'Italie. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites annotations. Qu'est-ce qu'on trouve un peu plus loin? Voulez-vous éviter l'ennui en arrivant à Rome? Avant de quitter Paris, ayez le courage de lire l'excellent dictionnaire de peinture du jésuite Lanzi, intitulé Storia pittorica della Italia. Ce livre est traduit. La peinture des passions nobles et tragiques, la résignation d'un martyr, le respect tendre de la Madone pour son fils qui est en même temps son Dieu, font la gloire de Raphaël et de l'école romaine. Alors les connaissances et l'amour de Stendhal pour la grande peinture sont tout à fait saisissants, hein, saisissantes. L'école de Florence se distingue par un dessin fort soigné, comme l'école de Venise par la perfection du coloris. Personne n'a égalé en ce genre Giorgion, il l'appelle le Giorgion, le Titien et le Morone, célèbres faiseurs de portraits. Après la mort des Carasch, du Dominicain et du Guerchin, on ne trouve plus dans l'histoire de la peinture italienne que quelques individus jetés de loin en loin, le Poussin, Michel-Ange, de Caravage, etc. Avant de quitter Paris, il faudrait pouvoir distinguer à la première vue si un tableau médiocre est fait dans le style de Raphaël ou par un imitateur du Corrège. J'aime beaucoup cette remarque, ça me fait penser à la remarque de Godard, disant qu'il est tout à fait essentiel de distinguer la médiocrité d'un film occidental ou d'un film philippin. Il faut être sensible à l'énorme différence qui sépare le style de Pontormo de celui du Tintoret. Si l'on néglige de se donner ce petit talent, qui coûterait 3 mois de course au musée, on ne trouvera guère à Rome que l'ennui le plus impatientant, car on croit que le voisin s'amuse. Que diriez-vous d'un jeune étranger qui viendrait à Paris au mois de janvier pour s'amuser dans la société et qui ne saurait pas danser? Alors on trouve quasiment à chaque
pages de ce délicieux ouvrage des petites annotations. Alors, pour un amoureux de Giorgione, comme moi, et amoureux est un faible mot, eh bien, on trouve des petites choses intéressantes. Par exemple, il nous dit, je ne sais plus, ça c'est au début de son séjour, il nous parle de la Fornarina. La Fornarina, dont les palais Barberini et Borghese ont des portraits, n'est pas la femme qui a servi de modèle pour l'un des plus beaux portraits de la tribune de la galerie de Florence. Le portrait de Florence a pendant longtemps été attribué au Giorgion, mais il porte la date de 1512 et à cette époque, le grand peintre de Venise était mort. Effectivement, il est mort en 1510. On retrouve à la galerie de Modène la même femme peinte par le Giorgion. Alors là, de quelle femme parle-t-il? Je ne sais pas. S'agit-il de... Parce que le seul portrait de femme, à ma connaissance, par Giorgione, c'est celui-ci, qui est le portrait présumé de Laure de Sade, mais qui se trouve à Vienne. Alors qu'en est-il de ce portrait de femme dont parle Stendhal, qui se trouverait à la galerie de Modène? Autre chose, le 29 août 1827, Stendhal nous dit qu'il y avait sur le piano, chez Madame la Duchesse de D, un magnifique portrait de César Borgia par Giorgion qu'elle voulait acheter. Alors je n'ai pas trouvé de... Je ne connais pas de portrait de Borgia par Giorgione. Je crois que ça c'est sans doute le portrait qu'il mentionne, qui effectivement ressemble étonnamment à un portrait qu'eût pu esquisser le grand Giorgione. Mais ce portrait de Borgia est attribué à un autre peintre, dont j'ai oublié le nom par ailleurs. Un peu plus loin, en décembre 1827, en visitant le palais Sciarra, eh bien, Stendhal nous dit qu'il admire la vanité et la modestie, tableau célèbre de Léonard de Vinci, inférieur à sa réputation néanmoins, et une décollation par Giorgion, rival du Titien, qui mourut d'amour à 34 ans, alors que le froid Titien mourut de la peste à 99 ans. Ça alors, mais qu'est-ce diable que cette décollation de Giorgione? Je ne sais pas. Ça fait partie des prodigieuses énigmes que nous pose Stendhal. Serait-ce la Judith, mais qui se trouve, depuis combien de temps je l'ignore, à Saint-Pétersbourg? Et puis, un peu plus loin, alors, ce que j'aime chez Stendhal, c'est sa précision. Il y a des listes de peintres des différentes écoles. Et il nous apprend que Giorgion serait mort d'amour à 34 ans et que Morto da Feltre, l'un de ses élèves, lui avait enlevé sa maîtresse. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. En tout cas, à mesure que mon amour pour Giorgione s'approfondissait, eh bien, je délaissais peu à peu Stendhal. Je me suis penché sur à peu près tous les tableaux de Giorgione. Je n'ai pas encore pu tous les voir, fort malheureusement. Giorgione qui pour moi fut le dernier peintre médiéval et que l'on peut et que je ne cesse de comparer à mains égards avec Dürer qui pour moi fut le premier peintre moderne dans toute l'acception du terme. Voilà, ensuite je me suis évidemment plongé dans les aventures de Julien Sorel, de Fabrice Del Dongo, et puis peu à peu, je quittais les rives de Stendhal pour ne plus jamais y revenir.